Merci Monsieur le Président. Un petit point donc sur la négociation sur la directive sur la protection des lanceurs d'alerte. Alors, les négociations avec le Conseil ont commencé avec le premier trilogue le 29 janvier dernier. Depuis, plusieurs réunions techniques ont eu lieu, ce qui a permis de préparer un certain nombre de positions de compromis discutées pendant un deuxième trilogue qui s'est tenu la semaine dernière, donc le 13 février à Strasbourg. De manière générale, ce dont on peut se féliciter, c'est que l'ensemble des trois institutions souhaitent arriver à clore la négociation avant la fin de cette législature. On a réussi à avancer sur certains points, je pense en particulier à la protection des personnes tierces, à la question de la bonne foi, les questions d'éligibilité à la protection. Mais on se rend compte qu'il y a quand même des points d'achoppement, des points de désaccord assez profonds qui perdurent. Le principal, c'est évidemment le point de la hiérarchie des canaux. Pour mémoire, la proposition de la Commission prévoit 3 canaux possibles de signalement pour les lanceurs d'alerte. Le premier, c'est à l'intérieur de l'entreprise. Le deuxième, c'est auprès des autorités compétentes, autorités administratives, judiciaires, autorités régulatrices. Et le troisième canal, c'est en direction du public vis-à-vis de la presse. Et sur ce point, donc, la Commission, dans sa proposition initiale, proposait une hiérarchie stricte des canaux, avec une obligation pour le lanceur d'alerte de commencer toujours par signaler à l'intérieur de l'entreprise. Ça n'a pas du tout été la position du Parlement, qui, dans son mandat, je le rappelle, un mandat très fort, puisqu'il a été voté à l'unanimité par les députés de la Commission des affaires juridiques, ce mandat part du principe que dans les cas les plus sérieux où l'organisation, l'entreprise elle-même est concernée, on ne peut pas, alors que ce texte même prévoit à empêcher les représailles contre le lanceur d'alerte, l'obliger à signaler systématiquement en interne, c'est faire exactement le contraire, c'est-à-dire l'exposer, dans les cas les plus sérieux, à des représailles. Donc la position du Parlement là-dessus est très claire. C'est d'ailleurs totalement en ligne avec les recommandations du Conseil de l'Europe qui ont été signées par les États membres du Conseil de l'Europe qui par ailleurs siègent au Conseil. Donc s'ils étaient cohérents, la position du Conseil devrait également être conforme à ces recommandations que tous ont signées. Donc, en outre, j'ajouterai que la semaine dernière également, nous avons eu un appel très clair de 75 ONG européennes, partant de la Fédération des journalistes jusqu'à Transparency, enfin bon, 75 ONG différentes, toutes impliquées d'une manière ou d'une autre dans la protection des lanceurs d'alerte, s'adressant au Conseil en lui demandant de se rallier à la position du Parlement. Par ailleurs, les échos informels que nous avons, c'est qu'au Conseil, il n'y a pas une position univoque des États membres, mais bien 3 positions qui coexistent, une position dure, qui est celle qui est aujourd'hui défendue par le Conseil, une position médiane, qui rassemble déjà plusieurs États membres, au moins 5, qui correspond au mandat du Parlement, et puis une position beaucoup plus souple même que le mandat du Parlement, provenant d'un pays bien connu pour son long historique de protection des lanceurs d'alerte, et qui lui voudrait une souplesse totale d'utilisation des canaux. Donc il apparaît quand même que nous avons intérêt, je pense, en tant que Parlement, à défendre notre mandat qui, si on regarde toutes les sources possibles, apparaît comme la position la plus équilibrée. C'est, je pense, ce que nous nous attacherons à faire dans la suite de la négociation. On a un autre point d'achoppement sur lequel les divergences avec le Conseil sont aussi fortes, c'est la question du champ d'application. Le Parlement, là aussi, le Parlement et le Conseil ont 2 approches totalement opposées, puisque le Conseil a souhaité restreindre le champ d'application de la directive. Je vous rappelle que ce soit dans notre rapport d'initiative ou justement dans nos travaux, nous avons voulu, et c'était aussi le sens de la proposition de la Commission, une directive la plus large possible, la plus horizontale possible, pour garantir la meilleure protection possible. Le Conseil donc a au contraire restreint le champ d'application de cette directive, alors que nous, dans notre mandat, nous l'avons élargi en y ajoutant 2 bases juridiques, s'agissant donc de la protection du droit social, des conditions de travail, donc la protection des travailleurs. Et il est bon de rappeler que dans ce domaine aussi, nous avons eu des scandales révélés par le biais de lanceurs d'alerte, je pense entre autres et en particulier aux conditions de travail chez McDonald's en Grande-Bretagne qui ont fait l'objet de vidéos pour dénoncer les risques physiques auxquels étaient exposés les travailleurs. Ce serait dommage que nous manquions l'occasion, alors qu'il n'y a aucun obstacle à cet ajout, nous manquions l'occasion d'inclure ce domaine de compétences dans le champ de la protection de la directive. Donc voilà, 2 points d'achoppement. Il n'en reste plus que 2, mais ils sont sérieux. On a encore plusieurs réunions de négociation.
On espère, on vise une conclusion des trilogues, soit la première, soit la deuxième semaine de mars. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver, tout en défendant avec la plus grande conviction le mandat du Parlement.